Partout, les ténèbres. Une atmosphère enfumée flotte sur les ruines de ce qui fut autrefois une ville. Les morceaux de verre brisés qui jonchent le sol tracent un sentier sinueux au milieu du quartier dévasté. Vous croisez d'autres survivants qui s'enfuient en hurlant devant des horreurs sans nom. Pas le temps de reprendre votre souffle. Une piste d'empreintes rouges sombre sur le trottoir. Un ruisseau de sang dans le caniveau. Autant de preuves du massacre perpétré dans les environs et de la terreur qui s'y a installée. Finalement, vous découvrez cette maison que vous cherchiez désespérément. Dernier refuge sûr dans un paysage de décrépitude et de mort. Vous identifiez la façade grâce à la photo couleur passée que vous serrez entre vos doigts. Le laboratoire du docteur Mortimer est censé se trouver dans le bâtiment. Derrière ces murs se cache l'antidote, permettant de lutter contre l'épidémie qui transforme les humains en zombies. Cette maison représente votre dernier espoir d'échapper à ce cauchemar apocalyptique. Mais vous devez vous hâter si vous ne voulez pas qu'il s'envole en fumée dans les flammes qui entourent l'édifice. Oserez-vous plonger dans les ténèbres pour en rapporter la lumière qui sauvera le monde? Voilà le petit prologue d'intro du jeu. Donc, votre but dans ce jeu, eh bien, ça va être de trouver un antidote pour sauver cette ville qui est tombée en décrépitude. L'épidémie a transformé tous les gens en zombies. Et vous allez devoir donc essayer de trouver cet antidote. Dans cette maison, dans ce manoir, donc le jeu, pour ceux qui connaissent, rappelle un peu Resident Evil, ce jeu qui a de survival horror, qui a fait mouche dans le monde du jeu vidéo, puisqu'il a renouvelé ce genre qui n'existait que très peu. Donc c'était un très 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 bon jeu pour son époque. Eh bien, je pense que l'auteur de ce jeu s'en est un peu inspiré, puisqu'on va y retrouver cette maison, ces zombies. On va devoir entrer, ouvrir des portes, prendre des objets, tout ça pour y trouver un antidote, et puis au final combattre un Némésis, et pouvoir sortir de la maison. Eh bien, tout ça ressemble étrangement à l'ambiance qu'on y trouvait dans Resident Evil. Et je pense que ce jeu y fait largement référence. Pour y expliquer la mise en place, eh bien, il va falloir déjà rentrer dans l'explication des règles, tout simplement pour placer ce plateau. En ce qui concerne tous les tokens, les pions, les cartes, eh bien, comme dans les jeux habituels, vous placez tout autour du plateau. Et puis, on va rentrer tout de suite dans le détail de comment placer toutes ces tuiles. Donc cette maison sera représentée toujours de la même façon, c'est-à-dire par, quand on est vu de face, en face d'un joueur, eh bien, par une ligne horizontale de 5 tuiles, et puis une ligne verticale de 4 tuiles sur le côté. L'entrée, le hall d'entrée donc, se placera toujours en face de vous, en plein milieu, en tout cas en face d'un joueur. Hall d'entrée où nos personnages donc vont rentrer dedans, et puis comme dans Resident Evil, eh bien les portes vont se refermer derrière nous et on ne va plus pouvoir sortir de la maison. Donc cette tuile, vous allez la placer ici, et ensuite vous allez prendre toutes les tuiles qui ont cette petite spécificité, c'est-à-dire ce petit ray de lumière là qui représente le soleil qui traverse une fenêtre. Donc vous allez l'avoir sur toutes les tuiles qui vont faire le contour de la maison. Donc ces tuiles sont automatiquement placées aux alentours de la maison, avec la fenêtre bien sûr en direction de l'extérieur. Donc chacune de ces tuiles aura ce petit ray de lumière là qui traverse la fenêtre. Dans les angles, vous y placerez 4 tuiles bien spécifiques dans le jeu qui sont appelées des tuiles d'angle, qui sont donc celles-ci, celles où il va y avoir des symboles, des gros symboles comme ça de représentés dessus. Donc vous en avez 3 quasi identiques, et puis une qui est tout simplement le laboratoire, là où vous allez devoir entrer pour y chercher l'antidote. Antidote que vous placez donc dans ce laboratoire.
Donc mise en place obligatoire, donc les tuiles d'angle dans les coins disposées comme bon vous semble, et puis de même vous pouvez disposer comme bon vous semble les tuiles avec les fenêtres, mais toujours avec les fenêtres donnant sur l'extérieur. Donc aucune de ces tuiles ne doit se retrouver au centre de la maison. Ensuite, pour les 6 tuiles qui formeront le centre de la maison, eh bien vous y placerez les tuiles que vous voulez. Vous avez du choix. Voilà. Il reste encore des tuiles de côté pour modifier cette maison. Mais toutes ces tuiles qu'il nous reste correspondent à celles pour former le centre de la maison, puisque toutes celles qui concernent l'extérieur seront toujours les mêmes. Pour cette mise en place, j'ai tout simplement utilisé la mise en place qu'il y a dans le livre de règles. Voilà, mais comme vous pourrez faire la mise en place comme bon vous semble pour votre partie. Deuxième spécificité pour la mise en place, on va devoir tout de suite y placer des jetons caméra sur toutes les tuiles qui vont avoir ce petit icône, donc icône de caméra. Donc on va devoir placer sur toutes ces tuiles des jetons caméra dans un sens bien précis que je vais tout de suite vous expliquer. On voit qu'il y a d'autres tuiles avec d'autres icônes, mais cela, on n'y prêtera pas attention avant de commencer la partie. Et puis, je vous l'expliquerai en toute fin de règle, puisque c'est un mode avancé. Dans le mode standard, on ne prend pas compte de toutes ces petites icônes comme ça, petites icônes de flammes, d'œil et puis de bouclier, on n'en tient pas compte. Les caméras, alors c'est un gros point de règle du jeu, puisque chaque caméra va avoir une ligne de vue, donc qui va pouvoir vous repérer quand vous passerez devant. Et cette ligne de vue, c'est un des gros points de la règle, qui est très bien expliqué, et il y a beaucoup de mise en situation pour l'expliquer dans cette nouvelle règle. Pour la mise en place, tout simplement, pour savoir dans quel sens on va placer cette caméra, qui aura donc une caméra qui est fixe, donc qui aura une ligne de vue définie, on va placer cette ligne de vue dans le sens où la caméra voit le plus de pièces toujours. S'il y a égalité au nombre de pièces, ça sera à vous de choisir. En général, on va toujours trouver un nombre de pièces supérieur. Donc si j'imagine que c'est cette caméra que je veux placer, tout simplement, je vais la placer dans le sens où il y a le plus de pièces. Alors je vais peut-être vous faire un petit zoom pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Voilà. On doit donc placer une caméra ici et on doit définir le sens et la position de la caméra. Qu'est-ce qui bloque la ligne de vue de la caméra? Ça va être comme pour le déplacement des joueurs. Ce qui va bloquer la ligne de vue de la caméra, ça va tout simplement être ces gros murs noirs. Donc la caméra ne verra pas derrière. Ainsi que le mur extérieur, bien sûr, de la maison. Et puis toutes les portes qui sont fermées en début de partie, on va les placer après. Quand la porte sera ouverte, ça ne bloquera plus la ligne de vue de la caméra, mais en début de partie, toutes les portes seront fermées. Donc pour la mise en place initiale, on fait comme si les portes étaient fermées. Donc dans le placement de cette caméra, par exemple, elle voit deux pièces. Parce que la caméra, malgré qu'elle soit placée dans le haut comme ceci, voit entièrement. C'est pas une place fixe pour la caméra. On considère que la caméra voit entièrement la pièce et puis la pièce dans laquelle la flèche est pointée. Donc dans ce cas-ci, elle voit deux pièces. Si je l'avais mis ici, elle aurait vu deux pièces. De la même façon, deux pièces. Et si je la place dans ce sens-là, trois pièces. Donc c'est dans ce sens que je dois placer la caméra. Je dois faire de même pour toutes les autres caméras. Donc celle-ci ne verra qu'une pièce par là puisque j'ai un mur. Dans ce sens-là, elle verra deux pièces. Et j'ai un cadenas fermé. Donc possiblement trois pièces plus tard dans la partie. Et dans ce sens-là, deux pièces. Donc on va mettre
Donc cette tuile est mal positionnée. On va mettre la caméra pour départager, là, vu que c'est 2 pièces chacun, dans le sens où elle verrait le plus de pièces quand elle serait ouverte. Quant à celle-ci, dans le sens du haut, elle verra 2 pièces si celle-ci était ouverte, une seule pièce puisque là on a un mur, et 2 pièces dans l'autre sens, donc je dois tout simplement positionner la caméra de cette façon. Les lignes de vue bloquent la caméra. Dans le cas de celle-ci, eh bien, lorsque la porte sera ouverte, la caméra verra dans la cave, puisque la caméra a une vision dans ce sens-là. Donc on considère qu'elle verra dans la cave ici, lorsque la cave sera bien sûr ouverte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà pour la mise en place des caméras. Alors, le jeu n'a pas de mise en place spécifiée. À vous de choisir comment vous faites votre plateau de jeu. Si ce n'est qu'il y a 2 exemples qui sont celui-ci et un autre. Cet exemple est, à mon avis, un bon choix pour débuter dans ce jeu. Puisque le jeu peut être de très facile à très très dur selon comment vous allez disposer les pièces dans cette maison. Car si vous arrivez à disposer des pièces de la façon que le positionnement des caméras couvre beaucoup de pièces, et bien vous allez à chaque fois avoir une chance d'activer quelque chose quand vous allez passer devant les caméras. Donc dans cette configuration, eh bien, on va tout simplement pouvoir passer par certaines pièces pour éviter le champ des caméras un maximum. Donc c'est une configuration un petit peu plus facile pour débuter la partie. Voilà en ce qui concerne la mise en place du plateau de départ. Il nous reste donc à y mettre les verrous et on va voir ça tout de suite. Pour finir avec les tuiles, on appellera les tuiles comme ceci des tuiles détruites. Donc ça arrivera quand le feu aura détruit la pièce. Eh bien, on retournera sur le plateau de ce côté-ci. Et ça sera une tuile quasi infranchissable. Enfin, elle sera franchissable, mais en tout cas en prenant des dégâts. Donc ça s'appellera une tuile détruite. On y reviendra un petit peu plus tard. Le jeu est prévu pour être joué en 3 niveaux de difficulté, qui s'appellent le mode Dark, le mode Darker et le mode Darkest. Le mode Darker étant le mode du milieu, donc le mode Dark le plus simple. Le mode médium, le mode darker, et le mode darkest, le plus difficile. Je vous laisserai voir la différence entre les 3 modes de jeu. Je vais vous expliquer tout simplement le plus simple. Donc la différence entre les plusieurs modes, et bien tout simplement déjà il y a le côté du panneau de sécurité qu'on va utiliser, puisque de ce côté-là on aura 8 emplacements de code, donc un code plus difficile à déchiffrer, et puis ce côté-là on n'aura que 7, donc un code plus simple à déchiffrer. Donc c'est le côté qu'on va utiliser. Ensuite, le jeu nous dit simplement de choisir, de sélectionner, enfin pas de choisir, de choisir au hasard un verrou à 3 codes et un verrou à 2 codes. Donc les verrous c'est tout simplement ceci. Donc on va sélectionner un verrou à 3 codes ainsi que 2 verrous à 2 codes qu'on va retourner pour former la séquence codée qu'il faudra déchiffrer, déchiffrer pour ouvrir le laboratoire. Donc on va prendre tout simplement par rapport aux couleurs qu'il y a sur les verrous codés qu'on a trouvés, et bien répéter la séquence en y plaçant le bon nombre de jetons. Donc 2 violets, 2 noirs, un rouge, un blanc et un jaune. Voilà pour la définition de la séquence codée du laboratoire, qu'on va replacer ici donc, et qu'on va devoir essayer de trouver dans le jeu. Ces 3 pions, et bien tout simplement on les laisse de côté, et puis dans le mode dark on nous dit de choisir un nombre de verrous correspondant tout simplement au nombre de pièces qu'il y a sur le plateau. Alors on va compter le nombre de symboles verrous qu'il y a sur le plateau. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Donc je dois 8 moins 3, forcément, puisqu'il y en a déjà 3 ici. Donc je vais devoir prendre 5 verrous, dont des verrous numéro 3, puisque les pièces de l'angle doivent toujours contenir des verrous avec 3 pions couleur dessus. Donc il y en a 2 ici, 1. Donc il va me falloir 4 numéro 3. Qu'on va placer tout de suite. Alors attendez, 4 et combien? 1, 2, 3. Et 3 numéro 2. Voilà. Ensuite, eh bien, tout simplement, on les mélange. Et on ne sait pas où se trouve le pion qui nous a servi à faire la séquence codée. Et on les place en face des portes concernées, en plaçant les 3 sur les pièces d'angle. Voilà. Ah, et j'en ai oublié un ici. Voilà. Alors, ne pas faire comme ça, parce que là, on sait très bien que celui-ci ne fait pas partie de la séquence, donc ce sera à remélanger, mais bon, là, j'en avais oublié un. Et ça clôt la mise en place pour le plateau. Ensuite, eh bien, tout simplement, on va sélectionner des héros. Donc ici, j'ai sélectionné Bruce Romero, qui est un tueur à gages, un ancien, non pas un tueur à gages, un ancien garde du corps, et puis Nina Argento, qui est une infirmière. Alors tous les survivants sélectionnés, eh bien, ont des capacités spéciales, et puis des armes de départ qu'il va falloir leur donner. Alors les capacités spéciales, je ne vous les explique pas, je vous les laisserai découvrir tout simplement sur le guide des icônes, tout est très très bien écrit, et sur ce guide vous y retrouvez l'arme de départ que vous devez donner à votre héros. Donc pour Nina, un couteau de combat, et puis un pistolet pour Bruce. Les armes de départ, eh bien, c'est tout simplement les cartes avec ce petit symbole étoile. Donc on va en retrouver 7. 7 cartes armes de départ, alors qu'il n'y a que 5 personnages dans la boîte. Tout simplement. Alors, le pistolet, ça sera pour Bruce. La hache, ça sera pour Léon Fredkin, qui est le pompier. La batte de baseball, ce sera pour Lucy Chang, la bibliothécaire. Le pistolet, ben, il y en aura encore un autre qui sera pour Jack Fulci. Et puis le couteau de combat, qui est pour Nina. On se retrouve avec le shuriken et la tronçonneuse, qui sont 2 cartes qui ne servent uniquement que pour les personnages qui étaient dans la version Kickstarter de Dark Darker Darkest. Donc dans cette partie, on ne les utilisera pas. Et on va devoir aussi retirer de tout le paquet de cartes équipement, eh bien 2 cartes qui se trouvent dedans, qui sont les 2 bidons d'essence qui servent à recharger tout simplement la tronçonneuse. Et vu qu'on n'utilise pas la tronçonneuse, eh bien on peut mettre ces cartes de côté, ainsi que tous les objets de départ qu'on n'a pas, si on n'a pas sélectionné ces héros, et bien tout ça, on peut les remettre dans la boîte, on ne s'en servira pas. Alors, je vais dézoomer pour revenir à la préparation. Donc voilà, donc Bruce a le pistolet, et puis le couteau de combat pour Nina. Ensuite, chaque héros a une couleur attitrée, donc et chacun va prendre ses petits cubes de sa couleur pour les placer sur son plateau. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai choisi les bonnes couleurs, mais je pense pas que ça soit Nina, mais c'est pas très grave pour l'explication. On va tout simplement placer un petit marqueur ici, ici et ici. Je vais tout de suite vous expliquer. 4 petits marqueurs ici, pardon. Et un ici pour chaque personnage. Et je vous explique tout de suite une fiche de survivant. Donc ici, ça sera notre réserve de points d'action, dont la valeur est ici. Donc,
au début de la partie, on commencera avec 4 points d'action qu'on déplacera dans cette case à chaque fois qu'on fera donc une action. Cette piste a une double représentation, pardon. Ça représente notre vie, notre santé. Donc lorsqu'on arrivera sur la tête de mort, eh bien on sera tout simplement mort. Et puis ici ça représente nos points d'action. Donc au début de la partie on a 4 points d'action. Et puis lorsqu'on arrivera ici, eh bien on passera à 3 points d'action et à 2 points d'action. Alors ici, il y a une petite erreur d'impression. Le 3 aurait dû se trouver ici. À partir du moment où on change de couleur sur cette piste, on change de nombre de points d'action immédiatement. Non, pas immédiatement, plus ça sera au prochain tour. C'est-à-dire que si on perd un point d'action pendant la partie parce qu'on a été blessé, il faudra attendre le prochain tour pour renouveler les points d'action à notre nouveau niveau. Donc ça définit nos nombres de points d'action et nos vies. Donc plus on est blessé, plus nos points d'action diminuent. Tant qu'on est dans la couleur bleue, bien sûr, il nous reste 4 points d'action. Ici, on a une valeur de capture, qui est une valeur qui va nous servir, ça va définir le nombre de dés qu'on va devoir lancer pour essayer de se sauver du piège dans lequel on est tombé. Ici, cette piste, c'est tout simplement la piste de points d'expérience. Ces points d'expérience, on va pouvoir les dépenser pour acheter des capacités qui ne sont pas actives au début de la partie. Elles seront actives à partir du moment où elles seront représentées en rouge. Donc on va devoir gagner ces capacités et puis ensuite y placer ce jeton pour dire qu'elles sont actives. À partir du moment où elles sont actives, vous pourrez les utiliser. Donc chaque capacité a un coût, 4, 5, 5, et peuvent être achetées dans l'ordre que vous voulez. Donc un coût en points d'expérience. Cette capacité est toujours active puisque c'est la capacité de départ de Nina qui est de soigner les gens, je crois, de mémoire. Ces plateaux de personnages sont recto verso, tout simplement puisque le côté où on n'a que 3 actions de jeu, eh bien c'est pour une partie 4 ou 5 survivants de mémoire, et quand on joue à 2 ou 3 survivants, eh bien on a un petit peu plus de points d'action. Donc c'est la même chose pour tous les survivants. Donc on y place les 4 points d'action de départ dans la case du haut, un petit marqueur pour définir le niveau de santé, un autre pour le niveau d'expérience, et les 2 derniers, on va les retrouver sur cette piste que je vais expliquer, à mon avis, tout de suite. Donc voilà pour l'explication du plateau de personnages. Et on va passer à ce plateau, le multitracker en anglais, qu'on a appelé l'organiseur. C'est ce qui va définir comment les tours vont se dérouler. Il y a un tas de choses à se référencer sur ce plateau. Et dans l'ordre des chiffres, bien sûr, qu'il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5. Et on va y passer tout de suite à cette explication. Comment va se dérouler le jeu? Eh bien, tout simplement en 2 phases. La phase de maintenance et puis la phase d'action des joueurs. Et on va faire ça un nombre X de fois jusqu'à ce qu'une fin de partie, une condition de fin de partie arrive. Donc phase de maintenance, phase de joueur, rephase de maintenance, rephase de joueur, etc., etc. Comment est définie la phase de maintenance? Alors tout simplement, il va falloir suivre tous les chiffres qui est ici écrits. Une fois qu'on aura fait tous ces chiffres de 1 à 5, la phase de maintenance sera terminée et les joueurs pourront faire donc leurs actions. Alors première étape de la phase de maintenance, eh bien c'est tout simplement la résolution des événements. Alors au tout début de la partie, le petit marqueur gris va être placé sur cette petite horloge, ici, et ensuite, à chaque tour, donc en commençant par le premier tour au début, la première fois qu'on va jouer, eh bien on va déplacer, la première chose qu'on fait, ce sera, chaque début de tour, ça sera de déplacer le marqueur de cette case en haut, en descendant, et puis à chaque tour, voilà, on fera ça, on remonte et on redescend. Première chose à faire. Donc en tout début de partie, un petit marqueur ici, et un petit marqueur sur la piste juste en dessous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette première phase, la phase événement?
Eh bien, au début de la partie, donc on va tout simplement le déplacer jusqu'ici, et cette icône à tête de zombie, eh bien, va nous demander de placer un pion foyer de zombie dans la maison. Alors un pied de foyer de zombie, c'est tout simplement ceci, ces pions-là, que vous aurez soigneusement mélangé en début de partie, en le laissant face visible zombie, puisque derrière vous allez y retrouver le nombre de zombies que vous devrez placer sur le plateau. Donc ça va de 1 à 5 ou 6, me semble-t-il. Alors vous devez mélanger tout ça. Et on va devoir en placer un en tout début de partie. Pour le placer, eh bien tout simplement, on va faire un jet de localisation. En utilisant le dé de 4 et le dé de 6. Le dé de 4 va servir à désigner la ligne verticale et le dé de 6 à la ligne horizontale. Si vous obtenez un 6 sur le dé de 6, eh bien, vous serez en dehors de la maison et dans ce cas-là, il y aura un cas spécifique qui s'appliquera. En tout cas, vous allez lancer ces deux dés. J'ai obtenu un 3 et un 1, donc je vais tout simplement placer le pion foyer zombie. 1, 2, 3 et 1, et 1, n'importe quoi, et 1 vertical. Très bon cas de figure. Je dois placer le pion de foyer de zombie sur cette tuile, et c'est une tuile à 2 pièces. On ne peut pas placer un jeton, on doit placer le jeton foyer de zombie dans la pièce la plus ouverte possible lorsqu'il y a 2 pièces sur une tuile. Donc même si la cave était ouverte, eh bien je dois placer toujours le pion foyer de zombie dans un couloir. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces, de tuiles à 2 pièces dans le jeu, mais quand c'est le cas, quand ça arrive, on doit placer le pion foyer de zombie dans le couloir. Et puis on ne peut de toute façon jamais le placer dans une pièce fermée, jamais dans une tuile détruite. Donc si par exemple mon jet de dés avait donné comme position de départ pour le zombie cette tuile complètement fermée, eh bien je n'aurais pas pu le placer ici. Dans ce cas, eh bien il faut tout simplement, et là c'est très mauvais pour les joueurs, parce qu'il faut tout simplement à la place placer le pion foyer de zombie dans la ligne de vue des héros, des survivants. Donc si j'avais dû le placer ici, bien j'aurais dû le placer dans une case adjacente de votre choix, mais dans la ligne de vue des héros. Donc j'aurais pu très bien choisir de le placer ici. Si j'obtiens un 6 sur le dé, eh bien ça revient à la même chose. À la place de le placer quelque part sur le plateau, eh bien je dois le placer dans la case adjacente à au moins un survivant. De même, si jamais il y avait eu le feu dans la maison et des petits marqueurs comme ça, eh bien je ne dois pas placer le pion foyer zombie dans une tuile en feu. Donc à partir de ce moment-là, je dois le placer dans une tuile adjacente au héros. À partir du moment où le pion foyer de zombie se trouve dans la ligne de vue d'un héros, alors la ligne de vue c'est tout simplement la même chose que pour les caméras. On ne traverse pas les murs, la ligne de vue ne traverse pas les murs. La ligne de vue n'existe pas en diagonale, elle doit être toujours orthogonale. La ligne de vue ne traverse pas les salles complètement détruites, qui sont complètement en feu, en fumée, donc la ligne de vue ne traverse pas. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Donc à partir du moment où un pion zombie, même s'il est très éloigné, est dans la ligne de vue des survivants, eh bien on a tout de suite le retourner et y placer le nombre de jetons figurines zombies correspondantes. Et le jeton est retiré définitivement du jeu. Lorsqu'on place, donc je vais le replacer en haut, c'était mon placement initial. Lorsqu'on place des pions figurines comme ça, le terme désigné dans les règles, c'est qu'il s'appelle une horde. Même s'il est tout seul, ça s'appelle une horde de zombies. L'autre est appelé pion foyer de zombies, ceci est appelé une horde de zombies.
Pourquoi il y a une différence? Parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes règles de déplacement, donc il faut bien définir les deux séparément. En tout cas, voilà la première chose à faire sur l'organiseur. La première chose qui peut arriver, c'est tout simplement donc apparition d'un zombie. On fait un jet de localisation et on le place sur le plateau. Et s'il y a besoin de le transformer en hors parce qu'il est dans la ligne de vue, eh bien on le fait. Cet événement-là, qui peut arriver au deuxième tour de la partie, qui va arriver même, eh bien c'est tout simplement le feu se propage. Et uniquement le feu se propage. Pour que le feu se propage, il faut que ce pion, qui est le pion feu, soit arrivé dans la maison. Si ce pion est absent de la maison, comme c'est le cas au début du jeu, eh bien le feu se propage, il ne se passe rien, il n'y a pas de feu, le feu est encore extérieur à la maison, je ne sais pas où il est, mais il ne se propage pas en tout cas dans la maison. Il va falloir que ce pion feu arrive en jeu, j'expliquerai après, c'est une autre phase. Si ce pion feu était en jeu, donc, peu importe où il est, eh bien si on arrive sur cette icône d'événement, eh bien le feu va se propager. Pour définir dans quel sens se propage le feu, on va uniquement lancer un dé de 4, et suivant le chiffre 1, 2, 3, 4, on va se référer au chiffre qu'il y a sur la tuile d'entrée. 1, 2, 3, 4. Et ça va définir le sens au bas droite-gauche dans lequel va se déplacer le pion feu. Quand le pion feu entre en jeu, il amène avec lui toujours un pion feu. Et ensuite, il va se déplacer. Et à chaque fois qu'il se déplace, il place un petit marqueur brûlure. Donc on appelle ça des marqueurs brûlure dans la case. Et ainsi de suite pendant la partie. Au bout de 3 marqueurs brûlure, donc 3 marqueurs brûlure, hein, pas le jeton feu, lui qui n'est pas considéré dans la partie, il fait juste que déplacer le feu, et bien au bout de 3 marqueurs brûlure, la tuile sera détruite. Au début de la partie, c'est pas le cas, parce que tant que ce pion feu n'est pas sur le plateau, on ne propage pas le feu. Et la dernière action de la piste d'événement qui peut arriver, c'est tout simplement faire avancer le petit marqueur qu'on a ici, qui va avancer sur cette piste des ténèbres. Et puis ensuite, on partira au début. Si on doit avancer ici, eh bien, tant qu'on est sur ce chiffre, rien ne se passe. Et lorsqu'on arrive sur le 3, c'est la phase, c'est une double phase, si on veut bien, qui a un double sens. C'est donc la phase qui fait apparaître ce fameux pion feu. Alors, il peut apparaître de deux façons, j'y reviendrai après, mais il apparaît en tout cas sur cette phase qui est la phase donc propagation du feu ou arrivée du feu. Si le feu n'était pas en jeu, donc, il arrive en jeu, et il faut le localiser de la même façon que les pions, que les zombies dont je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va faire tout simplement un jet de localisation avec le dé de 4 et le dé de 6. Et de la même façon, ça suit exactement les mêmes règles que le pion zombie, eh bien on va le placer tout simplement sur le plateau. Mis à part que le feu peut très bien arriver dans une pièce fermée, puisque le feu, après, quand il se déplace, il ignore les murs. Donc le feu peut très bien arriver dans cette pièce, et je vous rappelle que lorsqu'il arrive, on place automatiquement un marqueur brûlure. Si le feu était déjà sur le plateau lorsque vous arrivez donc à cette phase, eh bien on ne fait plus rentrer en feu le jeu, puisqu'il ne peut y avoir à tout moment qu'un seul marqueur comme ceci sur le plateau. Eh bien on va le déplacer, tout simplement, en lançant le dé de 4. Et puis on le déplacera dans un sens ou dans un autre, et quand on se déplace, on remet un petit marqueur brûlure. Donc je vous le rappelle, deux phases bien différentes, puisque à celle-ci, si le feu n'existe pas, on ne le crée pas. Alors que ici, soit on crée le feu, soit on le déplace. Ensuite, eh bien, il restera 2 tours, et lorsqu'on est dans ce tour, ça sent la fin du jeu, parce que si on n'arrive pas à rentrer dans le laboratoire avant la fin de ce tour, eh bien, on aura perdu la partie. La deuxième chose à faire donc sur l'organiseur, une fois qu'on a fait l'événement de ce tour, eh bien, c'est regrouper tous les survivants dans des groupes, justement. On va expliquer ça. Donc, je vais mettre un petit peu plus de survivants pour expliquer tout ceci. Alors, en début de partie, tous nos survivants vont se retrouver dans la même pièce. Donc, tous leurs marqueurs
de tous leurs petits marqueurs à leur couleur, donc vont se retrouver ensemble. Ici sont représentées des cases d'équipes, de groupes ou d'équipes, comme vous voulez, qui vont représenter les personnages qui sont ensemble dans la même pièce sur le plateau de jeu, tout simplement. Donc au début, les 4 marqueurs vont se retrouver ici, dans ce cas-là. Et puis après, suivant l'ordre de la partie, eh bien, on va pouvoir se retrouver à des endroits différents. Et chaque personnage dans une pièce, pas dans une tuile, hein, dans une pièce, donc, parce qu'il peut y avoir 2 pièces sur une tuile, eh bien, va définir un groupe. Donc ces deux-là se retrouvent ensemble, donc c'était un vert, ce sera peut-être plus simple pour l'explication. Ils vont se retrouver comme ça. Il y a un bleu qui est tout seul, donc il fera un groupe solitaire. Et puis le orange se retrouve tout seul aussi, donc il fera un groupe solitaire. C'est au joueur de choisir l'ordre dans lequel il place les groupes sur cet organiseur. Mais cette phase, en tout cas, s'appelle la phase de regroupement des survivants. Donc on vérifie où sont placés les survivants et on forme des groupes à partir de cela. La troisième chose à faire, c'est tout simplement, donc pour l'instant ne tiens pas compte de ces icônes, j'y reviendrai après. La troisième chose à faire, ça va être un contrôle de caméra. On va tout simplement vérifier si un de nos survivants, ou plusieurs, se trouve dans la ligne de vue des caméras. Si ce n'est pas le cas, eh bien rien ne se passe. Par contre, si au moins un survivant se trouve dans la ligne de vue d'une caméra, eh bien il va falloir faire un contrôle de caméra. Pour le contrôle de caméra, on va tout simplement jeter un dé par survivant présent dans la pièce. Et le dé de terreur. Dé de terreur que j'expliquerai un petit peu plus tard. En tout cas, on va jeter ces 2 dés. Et puis, si jamais, si jamais vous obtenez je ne veux pas me tromper, mais c'est ça, un échec, donc cette phase qui veut dire échec sur ce dé, que j'expliquerai tout de suite après. Si vous obtenez un échec sur le contrôle de caméra, eh bien vous allez devoir faire l'effet qui est inscrit sur le dé donc de terreur. Donc j'expliquerai le dé de terreur après. Si vous obtenez tout autre symbole du dé de survivant, donc c'est des blancs qui sont appelés dés de survivant, tout autre symbole n'a sans effet, le contrôle de caméra ne fonctionne pas, il ne se passe rien. Par contre, à partir du moment où vous obtenez au moins un symbole échec, eh bien l'effet du dé de terreur va s'appliquer. Donc on jette un nombre de dés correspondant au nombre de survivants dans la pièce. Pour la 4e phase, on va de nouveau faire encore, ça va être la même chose que ça, sauf qu'ici ça va être activé qu'une fois tous les 3 tours, tandis que là, à chaque tour, on va devoir de nouveau, en phase 4, faire apparaître un pion zombie de la même façon que tout à l'heure. On relance les dés, donc là je fais 4, 1, et bien je fais de nouveau 1, 2, 3, 4, apparaître un pion foyer de zombies sur le plateau. Donc ça on le fera à chaque tour. Et puis la toute dernière phase, ce sera la phase de zombification qui va arriver uniquement si on se retrouve avec 2 pions virus. Donc je vais l'expliquer tout de suite, comme ça sera fait. Pendant la partie, on va pouvoir se faire mordre et se faire infecter, suivant le résultat des dés, par les zombies ou les créatures. Et à chaque fois que ça va arriver, on va devoir prendre un petit jeton virus sur notre personnage. Chaque pion virus qu'on a va en plus nous empêcher de prendre des cartes équipement, parce que chaque héros a un nombre de cartes équipement maximum dans lequel il peut être équipé, suivant le nombre de joueurs dans la partie. Alors je ne m'en rappelle plus trop, je crois que... je vais retrouver ça vite fait. Dans une partie à 2-4 survivants, eh bien, on peut avoir 5 objets maximum, donc ça sera 5 cartes objets. Et puis dans une partie à 5 survivants,
on aura seulement 4 objets possibles. À chaque fois qu'on aura un petit pion virus comme ça va supprimer un emplacement pour nos 4 objets. Lorsqu'on aura 2, ce qui est le maximum autorisé pour un joueur, donc même si on devait en avoir d'autres, on n'en aura pas plus de 2, eh bien le deuxième pion virus, le premier ne fait rien, mis à part nous enlever un emplacement pour une carte, et si jamais il y a une carte dedans, bien, il faudra la supprimer. Eh bien le deuxième pion virus, par contre, lui, va va entamer la zombification. À partir du moment où vous allez prendre ce deuxième pion virus, eh bien vous allez devoir placer un petit cube gris sur sur la compétence la plus à droite. Et si jamais c'était une compétence activée, donc une compétence en rouge que vous avez achetée, eh bien la compétence est détruite définitivement pour le reste de la partie. Ensuite, à chaque tour que vous allez passer, eh bien, à chaque fois qu'on repassera par la zombification, eh bien, le petit marqueur va se déplacer et arriver à la et en supprimant à chaque fois les compétences utilisées, et arriver à la 4e compétence que le petit marqueur gris va détruire, que la zombification va détruire, eh bien, vous êtes complètement transformé en zombie et vous êtes éliminé du jeu. Le seul moyen d'enlever le deuxième pion, et uniquement le deuxième pion virus, eh bien, c'est de se soigner avec un antidote. Dans ce cas-là, vous stoppez la zombification. Le premier pion virus que vous prenez, vous ne pourrez jamais l'enlever de la partie. Par contre, le deuxième, vous pouvez le supprimer, ce qui arrêtera la zombification. Voilà pour l'organiseur. Une fois qu'on a fait ces 5 phases de la phase de maintenance, eh bien, on peut tout simplement passer à la phase d'action des joueurs. Alors, en imaginant que les joueurs se retrouvent dans cette situation-là, les premiers à jouer, ça va être tout simplement le vert et le jaune. Donc le vert et le jaune vont avoir tous deux, en tout cas en début de partie, 4 actions à effectuer dans l'ordre qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils ne jouent pas l'un derrière l'autre. Le vert peut très bien faire 3 actions d'affilée, puis le jaune en fait ensuite 4, et puis ça revient au vert qui en fait une action. Ils alternent comme ils veulent, il n'y a pas de sens pour définir les actions, dans quel sens on fait les actions. Ce qui est important, c'est uniquement le sens des actions des groupes. C'est-à-dire que ce groupe-là jouera avant celui-là, et avant celui-là. Tout simplement. Quelles sont les actions possibles et réalisables par les héros? Donc la première, c'est tout simplement se déplacer. Se déplacer coûte 1 point d'action pour se déplacer d'une case à une autre. Pas de déplacement en diagonale, bien sûr. Pas de déplacement dans les portes fermées. Pas de déplacement à travers les murs. Ensuite, tout le reste est autorisé, mis à part que si on se retrouve dans un groupe de zombies, eh bien on ne peut pas s'enfuir en utilisant cette action. On sera obligé d'utiliser autre chose. Mais on ne peut pas utiliser l'action déplacement, qui nous coûte donc 1 PA, première action. La deuxième action, c'est fouiller. On peut fouiller les pièces pour trouver toutes ces cartes équipements. Donc on va pouvoir fouiller les pièces. Pour fouiller les pièces, eh bien, il faut tout simplement jeter un nombre de dés de survivants, donc je vous rappelle, c'est des blancs, égal au nombre de survivants qu'il y a dans la pièce. Donc si je suis tout seul, eh bien, je lance tout simplement un dé. Si j'obtiens un succès, donc l'icône de succès c'est celle-ci, eh bien j'ai réussi la fouille. Pour tout autre symbole, je ne réussis pas la fouille. Si je réussis la fouille, eh bien je prends un nombre de cartes correspondantes au nombre de succès que j'ai effectué. Donc forcément, si je suis tout seul, je ne peux prendre qu'une carte. Carte que je décide de garder ou de jeter immédiatement. Si on est plusieurs dans la même pièce, eh bien on jette 2 dés. Si j'obtiens 2 succès, eh bien tout simplement, je pioche 2 cartes. Pour fouiller coûte donc 1 point d'action. Donc je dépenserai 1 point d'action, j'effectue une fouille, il y a 2 survivants, je jette 2 dés, et je pioche 2 cartes. Tout ça ne m'a coûté qu'un point d'action, puisque en réalité ce joueur-là n'a pas joué. Il m'a aidé, si on veut bien, mais il n'a pas joué. Mais je pioche quand même 2 cartes. Ces 2 cartes, je ne peux en garder qu'une, je dois automatiquement donner une autre au joueur qui, lui, n'a pas dépensé de points d'action. C'est moi qui ai dépensé le point d'action pour la fouille, mais je lui en fais profiter en lui donnant une carte. Uniquement, bien sûr, si j'ai réussi 2 succès. Lorsqu'on réussit un succès dans une pièce,
Lorsqu'on réussit à fouiller la pièce, on place un petit marqueur gris et cette pièce ne pourra plus être fouillée jusqu'à la fin de la partie. Si on ne réussit pas, tout simplement, on pourra essayer une nouvelle fois. Tant qu'on ne réussit pas, on ne place pas de marqueur gris. Si jamais pendant cette fouille, malheureusement, vous obtenez deux symboles identiques, et ce, n'importe quel symbole, c'est-à-dire à part les symboles de succès bien sûr, mais tout autre symbole où vous allez retrouver avec deux symboles identiques, va activer le dé de terreur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, lorsqu'on fait un test pour fouiller, on jette toujours le dé de terreur. Alors me direz-vous, quand on est tout seul, aucun intérêt de jeter le dé de terreur, puisqu'on ne risque pas de faire deux symboles identiques. Mais à partir du moment où on est deux, eh bien on doit jeter les 3 dés. Et si on arrive malheureusement à faire deux symboles identiques, peu importe les symboles, évidemment, sauf les symboles de succès, eh bien cela déclenche l'effet, de nouveau, comme pour les contrôles de caméra un peu, eh bien ça va déclencher l'effet du symbole du dé de terreur. Donc il y a un petit risque quand on fouille à plusieurs. On ne sait jamais, ça peut déclencher le dé de terreur. Voilà pour la fouille. On peut aussi pour un point d'action, donc la fouille, je vous rappelle, elle coûte un point d'action aussi. On peut aussi pour un point d'action donner ou recevoir une carte d'un autre survivant qui est dans la même pièce que soi. Donc on dépense un point d'action et soit on prend une carte à un personnage qui est à côté, soit on lui donne une carte équipement, tout simplement. Donc c'est un point d'action par carte équipement. Et on peut très bien aussi leur donner, je ne vous ai pas expliqué encore les verrous codés, mais on peut très bien aussi leur donner les verrous codés qu'on va récupérer dans la partie. Les verrous codés ne sont pas considérés comme un équipement, donc ils ne prennent pas de place dans votre inventaire, mais par contre on pourra les transmettre entre les joueurs. L'autre action qu'on peut faire, c'est tout simplement déverrouiller une porte, donc on va y venir. À partir du moment où lors de votre déplacement vous vous trouvez, ça va être le cas dès le départ, même avant de commencer le jeu, adjacent à un verrou codé, eh bien on retourne le verrou codé pour voir à quoi il ressemble. Donc si vous vous déplacez ici, vous devrez retourner le verrou codé. Lorsque un survivant se trouve adjacent à un verrou codé, il peut tout simplement essayer de le déverrouiller. Alors comment ça se passe? Ça va vous coûter un point d'action pour faire donc cette action de déverrouillage, mais il va vous falloir avoir avant obtenu les pions qui correspondent par exemple à ce verrou codé. Ces pions, tout simplement, on les retrouve sur les cartes que vous allez glaner tout au long de la partie. Donc par exemple, cette carte me donne droit à ce pion codé. Donc j'ai déjà un des deux pions qu'il y a sur ce verrou, mais j'ai pas le deuxième. Donc je ne vais pas pouvoir tenter l'action de déverrouiller, en tout cas sans rien dépenser, j'expliquerai après. Je ne vais pas pouvoir tenter donc de déverrouiller ce verrou codé tant que je n'aurai pas l'icône rose. Si vous avez les deux icônes, et bien tout simplement, vous pouvez déverrouiller la porte, vous prenez le jeton et vous le gardez sur votre fiche personnage. Si vous n'avez pas les deux jetons, mais que votre collègue, votre pote à côté, lui l'a dans sa carte équipement, donc c'est pas le cas ici, mais si jamais il avait le jeton violet à la place des vert, eh bien il peut tout simplement vous aider dans votre déverrouillage de porte en dépensant un point d'action par icône qu'il veut vous donner pour déverrouiller la porte. Auquel cas, vous pouvez prendre le jeton. Seulement, il faudra que les personnages dépensent chacun des points d'action à chaque icône. Voilà, chaque icône qu'il voudra vous donner, eh bien, le survivant qui vous aide devra dépenser un point d'action. Tandis que vous, peu importe le nombre d'icônes que vous avez sur vous, vous ne dépensez qu'un point d'action. Petite rectification, excusez-moi, je me suis trompé. Les survivants adverses ne dépensent pas adverses. Aux survivants qui sont à côté de vous ne dépensent qu'un point d'action, peu importe le nombre de symboles qu'ils vous apportent. Je me suis induit en erreur là. Donc, peu importe le nombre de symboles qu'ils ont, pour un point d'action, ils transmettent tous leurs symboles pour vous aider à déverrouiller la porte.
Alors, il y a un moyen de déverrouiller la porte sans, tout simplement, sans avoir le verrou codé. Alors, ça peut très bien arriver que voilà, personne ne l'a, donc vous en avez un des deux et vous voulez quand même faire sauter le cadenas. Pour le faire sauter, si vous n'avez pas l'icône sur vous correspondant, eh bien vous devez dépenser rien du tout, on ne dépense pas un truc en plus, on doit tout simplement vous dites tout simplement que vous court-circuitez une des codes couleurs sur le verrou codé et vous faites avancer, par contre il y a une contrepartie, le petit marqueur de tour d'une case. Donc ça peut vous coûter très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc c'est surtout pas à faire en début de partie ça, mais vers la fin, si vous voyez que vous n'allez pas pouvoir aller chercher le dernier code couleur qui vous manque, eh bien vous pouvez très bien faire sauter le verrou en avançant d'une case pour chaque couleur. Par contre, alors là, c'est chaque couleur que vous allez faire, que vous allez court-circuiter sur ce cadenas. Et bien, ça fera avancer d'une case la piste de temps. Donc, autre action qu'on peut faire, tout simplement, c'est éteindre un feu. Lorsqu'il y aura un marqueur sur une tuile comme ça, eh bien, on pourra tout simplement, se rendant dans la tuile, ce qui va vous blesser, puisque vous allez prendre une blessure, eh bien, vous pourrez essayer d'éteindre le feu en dépensant 2 points d'action pour retirer un marqueur brûlure de la tuile que vous occupez. Par contre, vous allez prendre une blessure pour chaque marqueur, donc effectivement s'il y a 2 marqueurs brûlure, eh bien vous allez tout simplement, en entrant sur cette pièce, prendre 2 points de dégâts, et après vous allez devoir dépenser 4 points d'action pour retirer les 2 tuiles feu de la pièce. Il y a des cartes équipement qui vous protègent et qui vous permettent d'éteindre le feu plus facilement sans prendre les dégâts. Donc cette action, vous pouvez la faire, ça coûte 2 points d'action par marqueur brûlure que vous retirez de la tuile. Autre action que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une fonction des pièces d'angle. Donc chaque pièce d'angle a des fonctions, donc ils en ont 2. Sauf le laboratoire qu'on n'a qu'une, mais ici vous avez un terminal qui va servir à rentrer, à craquer le code de la porte du labo. Et puis vous avez chaque pièce d'angle a une fonction spéciale, et celle-ci c'est pour se soigner. Et donc une de vos actions c'est tout simplement utiliser une de ces fonctions spéciales de cette pièce. On ne peut utiliser qu'une fonction d'une pièce par tour de jeu. Donc lorsque vous utilisez une ou l'autre des fonctions de cette pièce, vous mettez un marqueur gris dans la pièce. Cette pièce ne pourra plus être utilisée pour ce tour. Il faudra attendre un tour complet pour pouvoir réutiliser cette pièce au tour prochain. Pour utiliser une fonction d'une pièce d'angle, ça coûte tout simplement 2 points d'action aussi. Et la toute dernière action que vous pouvez faire, c'est tout simplement l'action de combat. Et ça vous coûte 1 point d'action pour attaquer des zombies dans votre pièce ou dans une pièce adjacente. Alors on va y venir tout de suite. Les cartes équipement ont un nombre de... ici, donc ça correspond au nombre de dés que vous allez pouvoir lancer quand vous allez attaquer avec cette arme. Et ça c'est la portée de l'arme, donc vous pouvez attaquer à une tuile de distance avec le pistolet. Ici vous y retrouverez le nombre de munitions, vous allez pouvoir utiliser 8 fois cette arme, qu'elle soit à court de munitions. Ici on y retrouve des petites mains, et bien tout simplement comme vous avez 2 mains, vous pouvez vous équiper uniquement avec 2 cartes armes sur votre personnage. Alors je vous rappelle en début de partie, en mode 2-4 joueurs, un personnage peut avoir jusqu'à 5 cartes. À droite, on y place tout simplement les cartes armes qu'on va utiliser pendant les attaques. Et à gauche, on y place tout simplement c'est un peu un sac à dos, on y place tout simplement les autres cartes. On peut y placer des armes, mais qu'on n'utilisera pas pendant notre attaque. Donc on peut très bien y placer 3 cartes ici et 2 cartes sur le côté. Mais sur le côté droit, comme on n'a que 2 mains, on peut y placer uniquement
2 cartes avec un symbole main. Donc il se peut très bien qu'on y place par exemple un couteau de combat et un pistolet à droite, et vous devrez utiliser donc soit l'une ou soit l'autre des armes pendant votre combat. Vous ne pourrez pas utiliser les deux en même temps forcément lors de votre attaque. Mais vous pouvez tout simplement y placer aussi une seule arme qui a 2 mains. Donc ça correspond, mais vous ne pourrez y placer qu'une. Et vous utiliserez automatiquement cette arme. Donc là c'était le fusil de sniper. Qui demande 2 mains pour être utilisé. Chaque arme spéciale a des icônes spécifiques, il faudra que vous vous y référiez dans le guide des icônes. Je ne vais pas tous vous les expliquer. Voilà, plein d'icônes, allez se référer pour savoir ce que cela nous donne. En tout cas, le petit icône d'explosion rouge comme ça, c'est tout simplement le nombre de dés qu'on va lancer, et c'est ce qui nous intéresse. Pour ici, les dés de survivants, au maximum de toute façon dans toute la partie, vous ne pourrez en jeter que 4 pour une attaque. Donc peu importe combien de dés vous fournit une arme, ça sera toujours 4 maximum. Donc si vous attaquez à distance, eh bien tout simplement ce personnage pourra attaquer à une tuile de distance, il n'a pas besoin d'être dans la pièce, tandis que ce personnage-ci, lui, a besoin d'attaquer par exemple avec le couteau de combat à une distance de 0, donc une attaque de mêlée, a besoin d'être dans la pièce où se trouvent les zombies. Alors on va tout simplement expliquer tous les icônes que vous allez retrouver sur les dés de combat. Première icône très simple, un succès. Chaque succès obtenu tue directement un zombie. Donc chaque succès obtenu sur un dé tue un zombie que vous retirez immédiatement du plateau. Pas de problème là-dessus. En ce qui concerne les créatures, ça sera un petit peu plus compliqué, puisque les créatures ont plus de points de vie. J'y reviendrai juste après. Les zombies n'ont qu'un point de vie en gros, et les créatures ont beaucoup plus de points de vie. Je vous expliquerai ça tout de suite après, tout comme le Némésis d'ailleurs. Si vous obtenez un symbole de cible, comme ceci, eh bien si il est tout seul, en imaginant que vous faites d'autres symboles, mais pas de symbole de succès, eh bien il ne sert à rien. À partir du moment où vous obtenez des symboles succès, le symbole cible va améliorer la portée de votre arme. Et pour tous les succès obtenus dans votre jet de dés, donc si par exemple vous avez 3 succès obtenus dans un jet de dés, eh bien les 3 succès sont améliorés d'une tuile, d'une pièce, avec la portée de ce dé. Il ne faut pas avoir 3 dés identiques pour améliorer, il ne faut pas avoir par exemple 2 dés comme ça, pour pouvoir améliorer chaque succès. Non, non, un seul succès cible suffit à améliorer les 3 dés. Donc si vous avez 2 succès cibles, eh bien vous pouvez tirer à 2 tuiles de plus sur les 2 dés. Donc voilà à quoi sert le symbole de cible. Ensuite, on va y retrouver le symbole de recul, tout simplement, qui va vous permettre, à partir du moment où vous êtes dans la même pièce que le zombie, eh bien va vous permettre tout simplement de faire reculer le zombie d'une case si vous utilisez un seul symbole, ou de 2 cases si vous utilisez les 2 symboles sur le même zombie, toujours dans un sens orthogonal, et qui est dans une pièce bien sûr pas verrouillée. Vous pouvez aussi très bien dispatcher un zombie sur chaque dé pour faire reculer chaque zombie d'une case. Ensuite, on va y retrouver le symbole de retraite, qui est le symbole qui vous permet de sortir d'une pièce lorsque vous êtes avec des zombies. Donc dans ce cas-ci, vous pourriez sortir de la pièce de 2 cases, puisqu'il y a 2 symboles de succès, orthogonalement toujours. Si vous étiez plusieurs survivants, eh bien chaque survivant pourrait reculer d'une case grâce au dé de recul. Ces symboles sont toujours ce symbole est facultatif et ne nécessite pas, bien sûr, d'obtenir un succès. À partir du moment où vous avez un symbole comme ceci ou comme ceci, ils sont actifs immédiatement. Et ces 2 symboles sont facultatifs, vous n'êtes pas obligé
de les utiliser. Et le dernier symbole que vous allez pouvoir obtenir, c'est un symbole échec. Et là, ce symbole échec va venir vous embêter puisqu'il va tout simplement supprimer tous les autres symboles qu'il y a sur les dés. Donc un symbole échec supprime un symbole, tous les autres types de symboles. Et même les symboles échec. Donc un symbole échec va supprimer un symbole échec, ce qui dans ce cas vous laisse un symbole succès et un symbole cible. Dans ce cas-là, par contre, on va essayer de supprimer par exemple le symbole cible et il vous restera le symbole succès. Voilà pour les dés des survivants, pas grand chose d'autre à dire. Tout ça est très bien expliqué dans les règles de toute façon. Alors, pour les créatures, comment ils encaissent les dommages? Et bien, une fiche de créature, ça va tout simplement ressembler à ça. Donc là, on a la fiche de l'oiseau mort-vivant, avec ses capacités, et puis les endroits où vous allez pouvoir le toucher. Donc, à chaque fois que vous faites un dégât sur cette créature, et bien, vous allez placer un petit marqueur gris dans les symboles de cible, tout simplement. Et lorsque le symbole de cible contient le nombre de petits marqueurs gris requis, donc ici c'est 1 bien sûr, et ici c'est 2, et bien cela va diminuer les capacités de la créature. Lorsque vous avez rempli tous les symboles de cible, et bien la créature est morte. Donc dans ce cas-ci, 2, 4, 6, 8, cette créature a 8 points de vie. On y retrouve ses capacités, donc dans ce cas-ci, elle se déplace de 3 cases, elle lance 3 dés d'attaque. Ce symbole de couleur déclenche l'attaque spéciale de la créature, et puis ça c'est un symbole de morsure. Alors toutes ces couleurs font référence au cercle de couleurs qu'il y a d'ici. Lorsque vous allez placer par exemple un marqueur gris ici parce que vous avez touché la créature à cet endroit là, et bien cela va supprimer un dé de renfort qu'elle obtiendra avec ses dés d'attaque. De même pour là, lorsque vous arrivez ici, ça sera rempli, ça supprimera un succès, des dés de succès. Là, ça diminuera ses déplacements si vous touchez les zones bleues. Et puis là, ça diminuera un symbole morsure sur les dés qu'elle lancera. Ici est référencé l'attaque qu'elle fait, donc c'est une attaque de capture. Lorsqu'on obtient au dé les symboles de renfort, on va bien sûr voir les symboles que les créatures font ou que les zombies font lorsqu'ils attaquent. En tout cas, voilà comment se passent les dégâts. Donc, les créatures ont plusieurs points de vie. Vous remplissez tous les cibles et la créature finit par mourir. Lorsque les survivants ont fini, que les deux survivants, par exemple le survivant vert et jaune ici, ont fini leurs actions, ou ne veulent plus faire d'action d'ailleurs, eh bien, ils basculent leur petit cube dans la case en dessous, ici, ce qui active les icônes qu'on voit présents sur l'organiseur. La première icône, c'est l'icône de réaction des zombies. Alors ici, on entame aussi une grosse partie du jeu qu'il faut bien comprendre, ça va être l'histoire de la zone de réaction. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu sur le plateau pour expliquer cette zone de réaction. Voilà. Donc lorsqu'on obtiendra, lorsque le groupe aura descendu tous ces marqueurs ici, on fera une zone de réaction des zombies, et puis une phase comme celle-ci, une phase de propagation du feu. La zone de réaction des zombies. La première chose à faire, c'est attaque des zombies, attaque ou des zombies ou de la créature dans laquelle il y a des survivants. Donc chaque case où il y aura un survivant présent avec des zombies, eh bien ceux-ci vont attaquer. C'est la première chose à faire. Ils vont lancer un nombre de dés égal au nombre de survivants. Donc les dés qu'ils lanceront, ce sera ces dés rouges, des monstres. Eh bien, ils vont lancer un nombre de dés équivalent au nombre de zombies qu'il y aura dans la pièce. Donc les zombies et la créature n'attaquent pas en même temps. Les zombies attaquent avant et la créature ensuite. Mais les zombies attaquent tous en même temps, par contre, tous les zombies. Donc chaque zombie lance un dé avec un maximum. Peu importe, par exemple, s'il y a 10 zombies dans la pièce, eh bien, ils ne lanceront que 6 dés maximum.
Donc première chose à faire lors de cette phase, tous les zombies qui sont présents, ou toutes les créatures présentes dans une pièce avec des survivants, attaquent ces survivants. S'il y a plusieurs survivants sur la pièce, eh bien, il faudra tout simplement dispatcher les résultats obtenus. On y reviendra tout juste après. Deuxième chose à faire, ensuite, c'est déplacement et attaque des survivants qui sont extérieurs à la pièce, extérieurs à cette pièce-ci dans ce cas-là, à la pièce où il y avait un survivant dedans. Pour ça, on crée une zone de réaction. La zone de réaction, c'est tout simplement, alors on va faire comme si j'étais là, et que les zombies étaient là, on va essayer de faire une mise en situation. Faire comme ça. Eh bien, tout simplement, la zone de réaction, ça va être la zone qui est autour de la tuile où le groupe ou le personnage seul qui faisait partie du groupe qui a fini à créer cette zone de réaction, donc le groupe actif, eh bien, cette zone au cours du groupe actif va se constituer de ces 8 tuiles qui font tout simplement le tour de cette zone. Donc si on se trouve bien sûr sur le bord du plateau, eh bien la zone est réduite, ça ne contiendra que 5 tuiles. Dans ce cas-ci, ça contient 8 tuiles, et bien tous les zombies ou tous les pions foyers de zombies qui se trouvent dans cette tuile vont être activés et vont se déplacer de 2 cases en direction de ce fameux survivant. Donc ce pion foyer de zombie va faire 1, 2, celui-ci 1, 2 va se retrouver dedans, eux vont se retrouver dedans, 1, 2, eux vont se retrouver dedans. Alors, plusieurs cas de figure. Si je me retrouvais dans un cas de figure comme celui-ci, où on va se faire comme ça, voilà, où ces zombies ont déjà attaqué le survivant, puisque la première chose à faire, c'est de faire attaquer les survivants, de faire attaquer les zombies qui sont dans une pièce avec un survivant. Et bien, lors du déplacement, ceux-ci vont de nouveau arriver dans la pièce avec le survivant et vont l'attaquer de nouveau. Comme il y a déjà des survivants dans cette pièce, eh bien ils vont former un groupe et ils vont réattaquer de nouveau, ce qui veut dire que ça peut être très dangereux. Je m'explique. Ici, on a lancé 2 dés de survivants pour ces deux-là dans la première phase, et dans la phase de déplacement-attaque, qui est la deuxième phase, eh bien ceux-ci se sont déplacés. Eh bien on ne va pas jeter uniquement 2 dés pour ces deux-là, on va réutiliser les 2 survivants qui y avaient déjà dans la pièce, ils vont être de nouveau réactivés pour lancer une attaque totale donc de 4 dés. Donc il faut faire très attention à ce regroupement de hordes, parce qu'il peut y avoir plusieurs fois des zombies qui attaquent plusieurs fois à des tours un peu décalés de cette façon. Lorsque le pion zombie, bien sûr, arrive dans la ligne de vue du survivant, on transforme, oh là, pas de chance, on transforme ce pion en zombie. Les pions, les figurines zombies, la horde de zombies, ne peut jamais se déplacer dans une pièce en feu, dans une pièce détruite, ou dans une pièce bloquée. Donc si les zombies devaient se déplacer ici, ils ne le feraient pas, parce qu'ils ne veulent pas se faire brûler. À l'instar par contre des pions foyers de zombies qui eux ne craignent pas, tant qu'ils ne sont pas convertis en horde, ne craignent pas les pions foyers de zombies. Par contre les pions ne craignent pas les marqueurs de brûlure. Par contre les pions foyers de zombies ne se déplacent pas non plus dans les tuiles détruites. Si, alors je sais pas où se trouvaient les zombies, est-ce que je peux faire un cas de figure là? Non, je peux pas. Si le déplacement des zombies qui étaient dans la zone de déclenchement fait qu'ils sortent de cette zone de déclenchement tout simplement pour éviter un obstacle, parce qu'ils n'ont pas d'autre chemin pour se rapprocher des survivants, eh bien on ne les active pas. Si leur déplacement faisait que les zombies devaient se trouver plus éloignés des survivants que leur case de départ, eh bien on n'effectue pas non plus le déplacement. Donc dans ce cas-ci,
1, 2, ils sont toujours à une case de départ et ils se sont de toute façon rapprochés. Donc on va les déplacer. Mais si cette pièce était fermée à ce niveau-là, eh bien on aurait pu faire 1 et dire qu'on les déplaçait. Ben, on ne les déplace pas tout simplement parce qu'ils ne se rapprochent pas des survivants. Ils préfèrent taper derrière le mur parce que c'est là qu'ils entendent le bruit. Ils sont un peu stupides ces zombies. Ils ne se déplacent pas. Si à partir du moment où, je le répète, le déplacement des zombies fait qu'ils doivent sortir de cette zone de 8 cases, on n'effectue rien, les zombies ne se déplacent pas. Et si jamais ils doivent contourner un obstacle, et puis, peu importe, d'ailleurs je sais pas pourquoi je parle d'obstacle, c'est pas ça vraiment la règle, c'est que si les zombies à la fin de leur déplacement de 2 cases se trouvent plus loin que leur emplacement de départ, eh bien on n'effectue pas non plus le mouvement des zombies tout simplement. On va y arriver. Les zombies ne sont touchés par le feu, à contrario des survivants, qui eux sont touchés par le feu à chaque fois qu'ils traversent une tuile en feu. Eh bien les zombies eux, ne sont pas touchés par le feu lorsqu'ils traversent une tuile en feu. Ils sont uniquement touchés par le feu lorsqu'on va arriver à la fin de la phase de propagation du feu. Donc les figurines zombies, de toute façon, n'ont pas le droit de traverser le feu, mais il peut très bien arriver dans la partie qu'un pion feu arrive, et bien c'est uniquement à ce moment-là qu'ils prendront les dégâts. Ou tout simplement, il se peut qu'une ligne de vue fait que ce pion-là, qui lui a le droit de traverser les pions en feu, eh bien se transforme en zombie. Et bien les zombies les dommages ne seront appliqués uniquement qu'à la fin de cette phase qui va arriver juste après. Petit aparté. Pour les créatures, c'est tout à fait différent. Donc dans cette phase d'action, bien sûr, on active les zombies et les créatures. Et les créatures, elles, n'ont pas de zone d'activation. Donc peu importe où se trouve la créature sur le plateau, eh bien, elle va être activée et elle va avancer du nombre de cases par rapport à sa capacité. Donc par exemple, l'oiseau, c'était 3 cases. Eh bien, elle aurait tout simplement avancé de 3 cases. La créature en feu suit les mêmes règles que les zombies. Elle ne peut pas traverser de tuiles en feu. Elle ne peut pas traverser de tuiles détruites. Elle ne peut pas avancer si son déplacement fait qu'elle se retrouve plus loin que sa case de départ par rapport aux survivants. De la même façon. La seule façon de faire avancer les créatures en feu sur les cases en feu, c'est tout simplement si elles ignorent le feu. Il y a quelques créatures qui ignorent le feu. Sinon, si tous ces cas de figure arrivent, la créature ne se déplace tout simplement pas. Elle se déplace uniquement si elle se rapproche des survivants sans passer par une case en feu. Mais la seule particularité, c'est que la créature n'a pas de zone d'activation. Peu importe où elle se trouve sur le plateau, elle va être toujours activée. Pour revenir à cette zone d'activation, si pendant le déplacement, on va revenir dans ce cas de figure, si pendant son déplacement de 2 cases, les zombies ou la créature rencontrent un survivant, alors que le survivant qui a activé cette zone était celui-là, eh bien il stoppe son mouvement ici, il n'avancera plus et il attaque ce survivant qui pourtant lui ne les a pas activés, mais c'est comme ça. C'est idem pour la créature. Il faut faire très attention parce que lorsqu'on active des zombies, eh bien ça peut très bien être ces petits copains qui sont attaqués tout simplement parce qu'ils se trouvent sur le chemin des zombies qui s'approchent de vous. Voilà donc pour la zone d'activation. Donc il y a un tas d'exemples possibles qui sont bien représentés dans la règle de jeu pour que vous puissiez vous poser le moins de questions possible sur cette zone d'activation qui prend quand même une bonne partie de la règle de jeu puisque c'est assez, pas complexe, mais il faut bien la comprendre pour activer correctement les zombies. Et ensuite, après, tout simplement, après la phase d'activation, eh bien, on va se retrouver dans une phase... après celle-ci, donc on va se retrouver tout simplement dans une phase le feu se propage. Eh bien, le feu va se propager tout simplement... de la même façon que je vous ai expliqué au début. On va, alors s'il n'y a pas de feu présent dans la maison, eh bien cette phase n'a pas lieu. Si le pion feu est présent dans la maison, eh bien tout simplement on va jeter le dé de 4 et puis le déplacer dans le sens qui est indiqué sur la tuile d'entrée, la tuile du hall.
On déplace le feu traverse les murs, les autres tuiles en feu, etc., etc. Et bien sûr, où le feu arrivera, s'il arrive ici, eh bien on applique les dégâts aux zombies, et s'il arrive sur les survivants, on applique les dégâts aux survivants. On appliquera toujours les dégâts du feu à la fin d'une phase feu, ou alors si jamais les survivants se déplacent d'eux-mêmes dans des tuiles en feu. Une fois qu'on a compris ce système de zone d'activation, eh bien, on va tout simplement passer à l'attaque des zombies. Donc les zombies vont attaquer tout simplement avec ces dés. Dont il va y avoir plusieurs symboles. Alors le premier symbole assez simple, c'est celui-ci. Voilà. Ici, le survivant prend tout simplement un dégât, et ici, il prend 2 dégâts. Tous les symboles dégâts que les créatures obtiendront, que les zombies obtiendront dans leur jet de dés, eh bien, vous pouvez les dispatcher sur les héros. Tout simplement, ce héros peut très bien se prendre 3 dégâts, et celui-ci aussi. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est diviser le dé de 2 pour que ce soit divisé entre les 2 survivants. Non, ce dé doit être pris entièrement par au moins un survivant. Mais vous pouvez très bien ne faire qu'un seul survivant prenne l'entièreté des dégâts. Voilà, symbole très simple. Ensuite, on a la capture, qui est ce symbole-là. Pour chaque symbole capture obtenu, un survivant va être capturé. Donc il va se retrouver sur une petite main comme ceci. Et il est capturé. À partir du moment où un héros est capturé, eh bien, il n'a plus qu'un seul point d'action. Donc s'il se retrouvait comme ça, eh bien, on lui supprime ses points d'action. Et il lui reste un point d'action pour ce tour pour essayer de se libérer. Donc lorsqu'on ce sera son tour de jeu, eh bien, il devra lancer, je ne vais pas dire de bêtises, il devra lancer un nombre de dés correspondant à son niveau de capture que je vous ai expliqué au début de partie. Donc il y a des héros qui ont 1 et des héros qui ont 2. Donc on lance tout simplement un dé égal à son niveau de capture et on doit obtenir un symbole de retraite comme ceci, me semble-t-il. Je regarde ça, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, alors c'est écrit où ça? Voilà, symbole de retraite, c'est ça que je dis. Voilà. Excusez-moi, c'était un peu long. Il faut obtenir donc un symbole de retraite pour pouvoir se libérer de son emprise et pouvoir, si c'est votre début de tour, récupérer vos actions que vous aviez perdues. Si c'est la fin de votre tour, par contre, vous ne récupérez vos actions qu'au tour prochain. Que dire d'autre? Lorsque vous êtes capturé, les héros qui ne le sont pas peuvent vous aider tout simplement en donnant un nombre de dés. Donc ils dépensent un point d'action et donnent un nombre de dés correspondant eux aussi à leur niveau de capture. Tout simplement pour avoir plus de chances de vous libérer. Si dans ce cas-là, par exemple, un survivant avait donné ses 2 dés et puis que vous obteniez 2 symboles de capture, vous avez essayé de libérer ce survivant-là, vous ne pouvez pas dispatcher l'autre symbole à ce survivant-là. Chaque tentative de capture est séparée, donc tant pis, ce symbole est perdu. Je crois que de toute façon tout est bien expliqué, mais je crois avoir fait à peu près le tour de la capture. Donc bien sûr, un survivant capturé ne peut rien faire d'autre. Sa seule action, c'est essayer de se sauver de sa tentative de piège. On ne peut pas faire une autre action que essayer de se sauver des zombies. Donc, alors, si deuxième solution, si ce survivant tue les 2 zombies présents dans la pièce, eh bien vous êtes automatiquement libéré
puisqu'il n'y a plus de zombies qui vous accrochent là, qui vous empêchent de vous sauver de la pièce. Autre symbole qu'on peut donc obtenir, c'est le symbole peur. Donc ce symbole peur, eh bien, il est appliqué uniquement après les symboles de capture. Les symboles capture sont donc prioritaires sur les symboles peur. Si donc il y a des symboles peur, eh bien le symbole peur fait tout simplement reculer du nombre de symboles de total un survivant de la pièce. Pour deux symboles peur, eh bien, tout simplement, ces deux survivants pourraient reculer d'une pièce ou faire reculer un seul survivant de deux pièces suivant le nombre de symboles obtenus. On ne peut pas attribuer de symbole peur à un survivant bien sûr capturé. Tout simplement, on ne peut pas faire reculer, je crois, un survivant dans une pièce en flammes et ni dans une pièce fermée. Donc à partir de ce moment-là, les symboles sont annulés. De toute façon, tout symbole supplémentaire qu'on ne peut pas allouer à des survivants sont tout simplement ignorés. Le dernier type de symbole qu'on peut avoir, c'est le symbole de renfort qui va activer. Alors, si c'est obtenu par une horde, et bien tout simplement, on va obtenir un renfort supplémentaire qui va venir non plus de la zone d'activation des 8 cases autour de la zone d'activation du joueur, mais de toutes les cases qui sont à 2 cases autour de la zone d'activation du héros qui a donc du héros concerné. Donc ce ne sera plus les cases, si on est attaqué ici par exemple, ce ne sera plus ces cases qui sont autour, mais à 2 cases autour de ce héros, et bien un pion foyer zombie ou une horde va pouvoir se rapprocher de 2 cases de ces zombies, de ces survivants qui sont attaqués tout simplement. Si vous obtenez ce dé lors de l'attaque de la créature, cela active sa capacité spéciale. Représenté ici comme tout à l'heure. Si vous tombez sur ce sigle, eh bien, vous êtes mordu. Et c'est dans ce cas-là, je vous le rappelle, qu'on prend un jeton virus. Donc, selon le nombre de symboles morsures, eh bien, cela doit être dispatché à votre bon vouloir entre tous les survivants. Donc, on a déjà expliqué la zombification. Au bout de 2 pions, vous allez peut-être être zombifié. Heureusement, chaque héros peut jeter un dé de défense pour essayer de supprimer les symboles des dés d'attaque des zombies ou de la créature. Donc chaque survivant lance un dé, donc si vous êtes 2, eh bien vous pouvez lancer donc 2 dés. Et puis si vous obtenez des succès, eh bien chaque succès annule un symbole de votre choix sur les dés obtenus par les zombies, tout simplement. Tous les autres symboles sur le jet de défense n'ont aucun effet. Donc l'échec ou tout autre symbole n'a aucun effet. Il faut absolument obtenir des succès pour pouvoir annuler. Et bien tout simplement, par exemple, ce dé-là, c'est à votre choix. C'est vous qui choisirez. Donc vous aurez loisir de faire un jet de défense. Bien sûr, les survivants capturés ne font pas de jet de défense. Voilà pour les dés de zombies et de créatures. Donc sur ça, je pense qu'on a fait le tour. J'espère avoir été assez clair. Ensuite, concernant les équipements, donc je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire des petites mains qu'on va équiper, mais vous allez aussi pouvoir trouver des objets comme ceci, qui ont une seule utilisation. Donc vous les gardez de côté, au moment où vous les utilisez, et bien tout simplement, vous jetez la carte. Donc celle-ci par exemple, c'est pour recharger une arme. Je vous rappelle que sur cette arme, il y a 8 munitions. Le moyen de recharger une arme, c'est tout simplement de trouver des chargeurs adéquats. Donc là, c'est pas le cas, puisque là, c'est un chargeur pour une mitrailleuse. Et bien, là, il vous faudra trouver des chargeurs pour le pistolet. Et donc, vous pourrez défausser la carte et recharger dans ce cas-ci, 4 munitions. Votre pistolet, bien sûr, si vous défaussez la carte,
vous perdez le petit icône qui vous permettait d'ouvrir les verrous codés. Donc on a vu tous les détails concernant les armes. Les points d'expérience, donc vous allez pouvoir gagner un point d'expérience à chaque fois que vous allez tuer un zombie. Vous allez pouvoir gagner un point d'expérience à chaque fois que vous allez réussir à ouvrir un verrou codé. Et dans ce cas-là, tout le monde autour de la table va gagner un point d'expérience, peu importe qui ouvre le verrou, tous les joueurs autour de la table gagnent un point d'expérience. Et si vous tuez une créature, eh bien vous gagnez, tout le monde autour de la table gagne 2 points d'expérience. L'expérience, je vous rappelle, vous permet de acheter des compétences pendant la partie. La piste des ténèbres avance de manière naturelle à chaque fois qu'on arrive, que le marqueur arrive sur l'horloge, mais pendant la partie, il y a aussi des effets qui peuvent la faire avancer, comme lorsqu'une tuile est détruite. Donc lorsqu'une tuile est détruite avant le combat final, eh bien cela fait avancer d'une case le marqueur de la piste. Donc à vous d'éviter à ce qu'il se retrouve 3 marqueurs comme ceci, car lorsqu'il y a 3 marqueurs incendie, eh bien la tuile est détruite. Si un survivant est éliminé avant le combat final, eh bien la case avancera d'une case. La piste avancera d'une case. Si un symbole de couleur, je vous l'avais dit tout à l'heure, n'est pas utilisé pour déverrouiller un cadenas, eh bien chaque symbole couleur pas utilisé fait avancer la piste d'une case également. Et puis lorsque vous essayerez de craquer le code du labo, eh bien chaque symbole que vous n'aurez pas fera aussi avancer la piste d'une case. Le dé de créature, eh ben, on va tout simplement l'expliquer maintenant. Le dé de terreur. Lorsque vous obtenez ce symbole, eh bien, il y aura une horde de zombies qui fera irruption sur une tuile orthogonalement ou diagonalement adjacente à l'équipe qui aura obtenu donc ce symbole. Donc on y placera donc un pion foyer de zombies. Si on obtient ce dé, eh bien tout simplement on effectuera. Alors, si le feu n'est pas, donc c'est exactement la même fonction que ce symbole-là. Si le feu n'est pas en place dans la maison, on le mettra en place. S'il y est déjà, il y aura une propagation du feu. Si on obtient ce symbole-là, mais c'est tout simplement la même chose que le symbole sur l'organiseur, on va effectuer une nouvelle activation des zombies et de la créature, tout simplement. Si ce symbole est obtenu, eh bien, on fait apparaître une créature dans la partie, auquel cas elle apparaît avec un jet de localisation pour la faire apparaître dans la maison, tout à fait comme les zombies. Et si la créature était déjà sur le plateau, eh bien, elle se soigne de 3 blessures. On relève 3 petits cubes sur sa fiche. Voilà pour les icônes du dé de terreur. Ensuite, on peut voir les fonctions spéciales des pièces. Donc, celle-ci eh bien, va vous permettre, donc, pour 2 PA, je vous rappelle, de vous soigner, de soigner jusqu'à 2 blessures. Celle-ci va vous permettre de soigner votre 2e pion virus, uniquement le 2e, hein, bien sûr, ça va être comme les cartes, c'est un antidote, donc ça vous permet de soigner un des pions virus que vous avez, uniquement le 2e. Celui-ci permet de contrôler le système anti-incendie, donc pour 2 PA, vous allez pouvoir supprimer au choix sur le plateau 2 marqueurs brûlure. Non, pas 2 marqueurs brûlure, pardon, vous allez pouvoir retirer tous les marqueurs brûlure d'une tuile, donc je vous disais 2 tout simplement parce que le maximum qu'il peut avoir c'est 2, à partir de 3 la tuile est détruite. Et puis ce petit symbole là, tout simplement c'est le symbole de munition, vous allez pouvoir recharger votre arme jusqu'à son maximum, donc 8 par exemple pour celle-ci, de munitions. La deuxième fonction de chacune de ces 3 pièces, c'est ce petit symbole qui va vous permettre tout simplement
de craquer le code du labo pour 2 actions aussi. Alors, comment cela se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, au fur et à mesure de la partie, vous allez déverrouiller, vous allez devoir d'ailleurs déverrouiller un tas de petits jetons que vous allez récupérer. Et puis, ensuite, vous allez aller devoir, donc, dans ces pièces, il y en a 3, pour pouvoir entrer ces petits ces codes sur le panneau de sécurité du labo, tout simplement. Et pour chaque couleur, lorsque vous faites cette action, pour chaque couleur correspondante au code, eh bien on enlève un jeton. Donc ça, c'est pas un très bon jeton, par exemple, puisqu'il n'y a une seule couleur qui correspond au code qui est devant nous. Et puis le deuxième que vous avez n'est pas terrible si on peut en supprimer 2, et beaucoup mieux, on supprime 2 couleurs par rapport au code qu'il y a ici. Donc il n'y a que 3 emplacements, donc vous allez pouvoir placer que 3 verrous codés pour pouvoir défaire le code. Donc dans ce cas-ci, j'en enlève 2, le vert n'en faisant pas partie. Et puis on va faire comme ça, rentrer des nouveaux codes. Voilà. Et puis si à la fin, vous n'avez pas trouvé tous les codes, eh bien vous allez devoir supprimer, passer des actions, tout simplement pour... Vous allez faire avancer cette piste pour pouvoir craquer les 2 derniers codes qui vous permettraient d'ouvrir le labo. En tout cas, par contre, vous pouvez très bien tomber sur les bons verrous que vous avez placés au début, qui se retrouvent sur la carte et qui, eux, ont 3 ou 2 symboles qui correspondent complètement à la séquence codée que vous avez créée en tout début de partie. Lorsque le labo, à partir du moment où le labo est ouvert, eh bien, le premier personnage qui rentre dans le laboratoire prend l'antidote et cela entame le combat final. Et je vous le rappelle, tout cela doit arriver avant le 5e tour. Sinon, la partie est terminée avant même que le combat final ne commence. Le combat final, eh bien, va rentrer dans des règles un peu spécifiques qui changent toutes les règles que vous avez vues jusqu'à présent. On va retourner donc ce petit plateau et puis on va tout de suite expliquer les nouvelles règles qui vont rentrer en vigueur à partir du moment où une personne est rentrée dans le laboratoire. À partir du moment où on entre dans le combat final, eh bien, une nouvelle règle de jeu entre en vigueur. Donc tout simplement, déjà, le joueur qui a récupéré l'antidote devient le gardien de l'antidote, et ce joueur ne doit pas mourir avant la fin de la partie, sinon c'est perdu. Donc déjà, vous devrez protéger ce joueur. Ensuite, tous les joueurs récupèrent leur petit cube d'action et font un tas sur leur carte, ici, toujours de la même façon, avec leur cube, le nombre de cubes qu'ils ont le droit par rapport à leur position, bien sûr, hein, sur la piste, leur position actuelle. Il n'y aura plus de groupes, comme vous pouvez le voir, sur l'organiseur, pour définir les groupes dans la maison. Il n'y a plus de groupes à prédéfinir, tout le monde joue ensemble. Par contre, il y a plein de choses qu'on ne va plus pouvoir faire. On va aussi, sur le plateau, retirer tous les pions caméra et toutes les autres portes cadenassées. Tous les pions vont être retirés du plateau. Les caméras sont désactivées, toutes les autres portes s'ouvrent, sauf évidemment la porte de sortie. Et tous les pions foyer de zombies sont immédiatement transformés en horde de zombies. S'il n'y a pas de feu actuel actif à l'heure actuelle, eh bien on va en créer un immédiatement. Lorsqu'on ouvre le labo, il y a un court-circuit qui se passe quelque part et ça crée un feu actif dans la maison qu'on va localiser à l'aide du dé du jet de localisation. Ensuite, on va faire apparaître un Némésis. Donc les Némésis de la partie seront tout simplement le Doc Mortimer ou sa fille Lisa Mortimer. Donc ça fonctionne un petit peu comme les créatures, tout simplement elles ont les mêmes capacités et quand on va les blesser, eh bien ça va se passer de la même façon, sauf qu'ici il va falloir non pas y placer des cubes points de vie, mais en retirer, parce que eux ont un niveau de points de vie qui va dépendre du nombre de personnages dans la partie et du nombre d'actions dont ils disposent. Alors la vie
le niveau de vie du Némésis correspond au nombre total de marqueurs gris qu'auront tous les personnages réunis à l'heure actuelle, donc le nombre d'actions qu'ils pourront faire, plus le nombre de survivants présents dans la partie. Il va falloir faire le total de tout ça et ça définira le niveau de vie des Némésis. On y placera donc les cubes obtenus si on obtient 10 cubes. On y placera équitablement au possible sur les emplacements. Donc 2, 2, 2, 2, 2. Donc ici on aurait pu placer 2 cubes partout si on avait eu 10 points de vie pour Lisa Mortimer. Mais sinon, les cubes en plus, eh bien, on se débrouille à les mettre où on veut. Mais en tout cas, on doit essayer au mieux de répartir équitablement les cubes de vie des Némésis. Alors le Némésis a une particularité spéciale, pardon. Il ne va pas fonctionner du tout comme les créatures et les zombies. Alors les survivants ne peuvent plus fouiller les pièces. Si un survivant est éliminé, il y est définitivement. Il ne peut plus revenir en jeu, alors que pendant la partie, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais si quelqu'un meurt, il peut revenir dans la partie en recommençant à zéro. Plus aucun équipement, plus rien, mais il pourra revenir dans la partie. À partir du combat final qui est engagé maintenant, eh bien, les survivants ne reviendront plus dans la partie. On ne peut plus supprimer les pions feu, on ne peut plus essayer d'éteindre le feu, donc il va falloir faire avec. Si une tuile est détruite par le feu, eh bien tout simplement elle ne provoque plus l'avancée de cette piste. On a maintenant, comme on s'est habitué à la maison, on a maintenant, qu'on connaît pas mal de pièces, on a maintenant une avancée de 2 cases. Pour un point d'action pour avancer de 2 cases maintenant, à partir de maintenant. Et toutes les fonctions des pièces donc sont encore actives, sauf celle qui éteint l'incendie, donc qui elle est désactivée, on ne pourra plus l'utiliser. Alors quel va être le but du Némésis? Eh bien ça va être tout simplement de faire écrouler la maison avec vous à l'intérieur. Le Némésis, qui est donc soit notre ami Mortimer ou sa fille, ont la clé, ont la carte de sécurité qui vous permet d'ouvrir la porte d'entrée pour vous échapper. Donc il va vous falloir tuer le Némésis et puis sortir de cette maison avec l'antidote. Le Némésis, lui, a pas pour but de vous tuer, et non, il a pour le but donc de faire écrouler cette maison. Pour ce faire, il va partir du labo et va essayer de détruire toutes les 3 pièces d'angle qui restent de la maison. Une fois qu'il a détruit les fondations de la maison, eh bien, la maison va s'écrouler. Pour détruire cette pièce, eh bien, il suffit tout simplement qu'il s'y rende directement, et puis qu'au prochain tour, il soit situé dans cette pièce, et à partir de ce moment-là, la pièce est détruite. Et puis il va continuer son chemin jusqu'à la prochaine pour détruire de nouveau cette tuile, et ainsi de suite. Donc lorsque le Némésis rentre en jeu, il n'y a plus beaucoup de tours avant de pouvoir l'arrêter. En plus, ce Némésis n'a pas grand-chose à faire de vous, donc si vous vous trouvez sur son passage, eh bien ça ne va pas arrêter son mouvement, il va tout simplement passer sur vous, vous attaquer une fois seulement, et puis continuer son déplacement vers la pièce qui l'intéresse. Donc on ne peut pas arrêter le déplacement du Némésis. Le Némésis attaque uniquement pour une fois toutes les personnes qui se trouvent sur son passage. Alors, comment se déroule un tour de combat final? Eh bien, tout simplement, un peu de la même façon que l'autre côté de l'organiseur. On va placer un marqueur ici et un marqueur sur la dernière horloge. Et de la même façon, on va faire la phase d'événement. Donc, premier événement, ici, il ne se passe rien. Deuxième événement, on va tout simplement faire une propagation du feu. Troisième événement, ça sera la zombification. Et la quatrième, ça sera l'activation de la créature, du Némésis et des zombies. Et on commence par, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a un ordre, mais je ne m'en rappelle plus. Et je n'arrive pas à le retrouver, donc je vous invite à regarder dans la règle. C'est bien dommage.
il y a un ordre de réaction. Je crois que c'est le Némésis, puis ensuite les zombies et la horde et la créature qui attaque. Donc je pense que le Némésis commence à se déplacer. Et puis ensuite, tous les zombies qui peuvent être... Il n'y a plus non plus de zone d'activation. Toute la maison est devenue une grande zone d'activation. Donc tous les zombies présents vont se déplacer. Donc ceux qui sont déjà dans la pièce avec des survivants attaquent immédiatement. Et puis tous les autres se déplacent de 2 cases, ainsi que la créature, vers les survivants pour les tuer. Tout simplement. Après ça, on va arriver à la phase d'action des joueurs, et chaque joueur va pouvoir jouer donc une action dans l'ordre qu'ils veulent, hein. Ils mixent comme ils veulent, ils se décident, et chacun, à chaque fois qu'il va faire une action, place un de ces petits cubes dans cette case, par exemple. Et lorsqu'il y aura 6 cubes, comme c'est écrit ici, 6 points d'action, eh bien les cubes vont être transférés sur la phase 1, qui est la phase événement. Et d'ailleurs, je vous ai un petit peu raconté n'importe quoi, c'est-à-dire que cette phase d'événement ne s'active uniquement que quand les cubes arrivent dans cette case. Donc, c'est-à-dire qu'au tout premier tour du combat final, eh bien, vous avez le temps de faire 6 actions avant que cette phase ait lieu. Une fois que vous avez fait vos 6 actions, eh bien, vous allez continuer de la même façon, une fois que la phase d'événement a été résolue, bien sûr, à continuer à y placer des petits cubes. Et lorsqu'on se retrouvera de nouveau à 6, eh bien, ceux-ci seront déplacés par là, ceux-là par ici. On aura de nouveau l'activation de cette piste de résolution d'événements, et puis ceux qui sont ici seront tout simplement rendus aux joueurs pour qu'ils puissent faire d'autres actions, sinon ils vont être tout simplement en manque de cubes. Ça va se passer ainsi à chaque fois, on va de nouveau remplir ça jusqu'à ce qu'il y en ait 6, pour pouvoir décaler tout simplement les cubes, et à chaque fois qu'on fera ça, on activera toute cette chaîne d'événements. Jusqu'à ce que vous réussissiez à tuer donc le Némésis, que à partir de là, eh bien, vous prendrez la clé et vous sortirez de la maison, et vous aurez gagné la partie. Bien sûr, si vous ne réussissez pas, eh bien, vous avez perdu. Voilà, j'espère avoir été clair et ne pas avoir fait trop d'erreurs, puisqu'il y a quand même pas mal de règles et pas mal de petits points de règles. Donc quand on n'a pas l'habitude de jouer, j'en ai fait que 2 parties, eh bien on replonge souvent dans le livre, malheureusement dans le livre de règles, pour aller chercher tous les petits détails. Mais à mon avis, c'est assez fluide quand même. Et puis surtout on y passe un bon moment à ce jeu. En toute fin de règle, on y retrouve des points de règle avancés, qui sont tout simplement l'utilisation des icônes que je vous ai parlé au début de la partie. Donc ce sont des règles que vous décidez de jouer ou pas en début de partie avec les joueurs. Donc cette icône-là, eh bien, à partir du moment où vous rentrerez, où le feu, ou un marqueur feu, rentrera dans cette pièce, eh bien, il va y avoir une fuite de gaz, et ça va se passer comme ça, le feu va rentrer dans la pièce, et ça va exploser sur 2 cases adjacentes à votre choix. Vous choisirez 2 cases adjacentes pour y placer 2 marqueurs de brûlure. Sur cette icône-ci, eh bien, tout simplement, il y aura la probabilité qu'il y ait une créature qui est tapie dans l'ombre dans la maison. Et à chaque fois que vous y rentrerez avec des survivants, vous allez devoir faire un jet de dés pour savoir si une créature apparaît. Ce jet de dés, on va le faire tout simplement par un nombre de dés équivalent au nombre de survivants qu'il y a dans la pièce. Et puis, si vous obtenez au moins un échec sur ce jet de dés, eh bien, une créature apparaît. Donc si vous rentrez à un seul survivant dans une pièce comme ceci, il y a beaucoup moins de chances d'obtenir un dé échec plutôt que si vous êtes à plusieurs, donc il faut faire attention. Et puis si vous rentrez en enfilade, eh bien c'est encore pire, parce que lui il va devoir jeter un dé, et lorsqu'il rentre, vous deux devrez, ce personnage devra jeter 2 dés, puisqu'il faut jeter un nombre de dés correspondant au nombre de personnages présents actuellement dans la pièce. Si vous rentrez à 2 en même temps, parce que vous pouvez faire des déplacements simultanés, eh bien vous ne jetez
finalement, bien sûr, que 2 dés. Si la créature apparaît, on pioche tout simplement une créature au dos du paquet de créatures qui doit être mélangé en début de partie, puis on fait un jet de localisation pour décider où le placer dans la maison. Dernière carte spécifique, dernière tuile, et bien c'est celle-ci avec un icône de bouclier. Et bien celle-ci va vous protéger puisque lorsque vous ferez un jet de défense en réponse au dé de créature, et bien vous pourrez jeter toujours 4 dés, peu importe le nombre de survivants que vous êtes, vous jeterez 4 dés de défense dans cette pièce. Voilà en ce qui concerne la règle du jeu. J'ai tout passé en revue. Je finirai par une petite vidéo en vous montrant les extensions, et puis peut-être en vous parlant un peu plus de la trad et puis des petites fiches que j'ai faites. Et puis sur ce, je vous dis un très bon jeu, puisque c'est un super jeu. Moi je trouve qu'il a une super ambiance ce jeu. Il vaut le coup franchement d'être joué, et puis si vous trouvez une version Kickstarter, je pense que ça en rajoute encore plus de choses intéressantes. En tout cas, voilà, j'espère avoir été assez clair parce que je me répète encore, mais il y a pas mal de petits points et c'est assez difficile à expliquer. Il faut l'avoir bien en tête ce jeu. Mais en tout cas, voilà, un très très bon jeu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne partie et je vous dis à la prochaine.